La Thaïlande se trouve au centre du sud-est asiatique. Elle vit aujourd'hui dans une phase de forte expansion industrielle et sociale. Parmi les pays de la région, c'est un des plus développés. Le skyline de la métropole est une suite de gratte-ciel. On en compte 497 qui dépassent les 100 mètres de hauteur. Le trafic est quelque chose d'unique. On voyage à 5, 10 et même 15 mètres de haut sur des viaducs qui se chevauchent, se croisent. Sa capitale s'est développée énormément au cours des dernières années. Elle a aujourd'hui 10 millions d'habitants. Et 2 autres millions de personnes qui se déplacent chaque jour à Bangkok à cause du travail. Ce flux quotidien de personnes en entrée et sortie est cause de beaucoup de gènes de différentes natures. Le pays est caractérisé par une grande migration interne. Beaucoup de familles abandonnent la campagne et vont en ville. Et cela porte à un profond changement dans la structure familiale et sociale. Au village, la famille est ouverte, tous se connaissent et s'aident. Dans les grandes villes, la famille est obligée à se limiter, devenant mononucléaire. Les rythmes sont frénétiques. On n'a pas le temps pour suivre les enfants. On connaît à peine le voisin du palier. Et ainsi, le réseau social s'use petit à petit. Les jeunes qui arrivent de la campagne doivent lutter pour s'adapter à la réalité de la ville. Et s'ils ne trouvent les justes connexions, ils risquent de se ruiner. La Thaïlande, dans le contexte du sud-est asiatique, se situe assez bien, c'est-à-dire elle n'est ni pauvre ni riche. Et la pauvreté en Thaïlande n'arrive pas à la misère. Nous avons 2 grandes écoles, une de type académique et une autre de type technico-industriel. L'école a été fondée il y a 36 ans par les Salésiens et nous célébrons cette année cet anniversaire. Nous avons 2 moments. Le matin, avec 560 jeunes, et le soir, avec 250 jeunes. L'école offre des cours en 3 secteurs. Mécanique, électrique et automobile. Très peu de nos élèves sont catholiques. Je crois qu'il y en a 70 sur 560. Nous ne nous concentrons pas seulement à faire croître les catholiques. Nous donnons l'opportunité à tous, aux bouddhistes, aux musulmans, qui fréquentent notre école. Quand nous parlons de Don Bosco, nous cherchons à transmettre les valeurs à travers sa vie. Nous leur enseignons aussi qui est Marie, qui est Jésus.
Le Don Bosco Technological College est né il y a 73 ans. Depuis les origines, nous sommes toujours occupés des jeunes orphelins pauvres, venant des familles désagrégées et appartenant à la classe ouvrière. Nous avons garanti à tout le monde une éducation gratuite. Nous avons 900 élèves sourds-muets qui reçoivent une éducation gratuite. L'école vit sans rien demander aux élèves. Comment? Nous les faisons travailler. Et ainsi, nous avons les entrées des travaux que nous faisons pour les usines autour de Bangkok et dans tout le pays. Les recettes de chaque département sont utilisées pour soutenir les coûts de l'administration et de la gestion de l'école. Dans le passé, il y avait beaucoup d'élèves sourds-muets venant des écoles de l'État, qui, dans les rues, vendaient des souvenirs aux touristes. Les Salésiens pensèrent que pour ces jeunes, il aurait été beaucoup mieux d'avoir un bon travail pour l'avenir. Ainsi, nous avons invité un premier groupe à fréquenter un cours non formel en typographie. Je me lève à 5 heures du matin pour aller au travail, jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Puis, je reviens ici pour étudier de 17 h à 21 h 30. Et cela tous les jours sans problème. J'ai été formé ici pour rester ensemble avec les personnes normales. Et donc je n'ai pas de difficulté pour m'adapter à la vie des normaux-entendants. Quand je ne parviens pas à communiquer, j'écris et je demande de me répondre. Nous sommes passés de l'éducation non formelle à l'éducation inclusive. Cela signifie que les jeunes sourds-muets devaient fréquenter les cours de l'école supérieure professionnelle comme les autres normaux-entendants. Et donc nous les avons mis en classe tous ensemble. Dans chaque classe, il y a 2 enseignants. L'enseignant officiel et l'interprète des signes, plus un enseignant qui contrôle si les élèves sourds-muets parviennent à suivre la leçon ou pas. Nous simplifions le programme et gérons l'éducation inclusive en les mettant tous ensemble. Les enseignants ont une formation spécifique pour être au service de l'interprète des signes en classe. Tous les élèves et les enseignants dans le secteur de la typographie doivent apprendre le langage des signes pour pouvoir ainsi communiquer avec les sourds-muets, soit en classe que dans les ateliers ou sur le terrain de sport. Donc il n'y a rien de spécial pour eux. Ils doivent étudier les mêmes livres, les mêmes matières et faire le même examen sans aucune exception. Au début, j'avais des problèmes car j'avais étudié pour entrer ici. Mais je n'avais pas bien appris le langage des signes et donc communiquer est encore un peu difficile pour moi. Et donc j'écris pour pouvoir communiquer avec mon donneur de travail. Maintenant, je dois étudier davantage, lire davantage, pour plus de facilité dans la communication. Nous cherchons à murmurer les valeurs de l'Évangile pour les Salésiens qui travaillent en contact étroit avec les élèves et aussi à travers les enseignants qui sont des catholiques très dévots et aussi très fidèles à l'esprit de Don Bosco et des Salésiens. Pour moi, Don Bosco est un père qui nous enseigne comment étudier, comment travailler et beaucoup d'autres choses de la vie. Bien que dans l'école il y ait une variété de religions,
Nous avons confiance qu'à travers l'amorevolezza que nous montrons aux jeunes sur le terrain de jeu, en classe et durant le mot du matin, ils puissent comprendre les valeurs de l'Évangile que Jésus cherche à leur transmettre dans cette école. Don Bosco est une personne qui s'occupe réellement des jeunes, qui aime les jeunes et qui a au cœur l'avenir des jeunes. Ils jouent ensemble au football, au basketball, à tout. Pas de division, pas de classe spéciale pour eux. Nous voulons qu'ils vivent dans la société comme des personnes normales, avec la même dignité, les mêmes droits de jouir de la vie. Voilà pourquoi nous l'appelons éducation inclusive. En 1978, la Providence nous a amenés à devoir nous intéresser à ces jeunes aveugles. Une fondation déjà présente en Thaïlande, de marque non chrétienne, bien que fondée par une catholique américaine aveugle. Le training existait. Il était concentré sur la menuiserie. Les jeunes aveugles peuvent être menuisiers avec des précautions particulières, avec des techniques spéciales, mais le gros problème était le manque de travail. La Fondation voulait fermer le centre, mais la Providence est intervenue et alors ils ont demandé aux Salésiens, à travers le nonce apostolique de l'époque, ils l'ont demandé de manière, comment dirais-je, sournoise, disant que Don Bosco aurait accepté ce travail. À ce point, notre provincial s'est trouvé au pied du mur et il ne pouvait pas ne pas accepter. Et donc il a demandé à 2 d'entre nous de commencer ce centre. C'était en 1978. La première chose que nous avons faite a été notre présence, une présence constante. Nous étions avec eux, nous mangions avec eux, nous dormions avec eux. Et cela a ouvert beaucoup de portes. Nous, Salésiens, nous devons rester ici 24 heures sur 24, puisqu'ils ne nous voient pas. Nous devons rester avec eux jour et nuit. Et nous leur parlons et enseignons qui était Don Bosco. Nous sommes avec eux au petit déjeuner, à midi et au souper, et dans les récréations. Et le soir, après la prière, nous restons avec eux. L'usage initial du bâton se passe de manière graduelle. D'abord un passage assez ferme, ici, puis tout doucement, on va plus loin, alors qu'ils apprennent à être commodément indépendants pour aller en ville, pour prendre le bus ou le bateau, ou tout ce qu'il faut faire, de manière à les habituer à l'indépendance totale. La personne qui est derrière est l'instructeur, qui, en plus des notions techniques pour l'emploi du bâton, est un bon psychologue. Chacun a sa manière de réaction, et l'instructeur comprend où il doit insister ou au contraire ne pas insister. Nous employons le système préventif salésien pour éduquer les jeunes, même s'ils sont bouddhistes et ne connaissent pas Don Bosco ni la Vierge et les Salésiens. Ensuite, il s'est agi de voir comment structurer le facteur training professionnel. Après de nombreux essais dans différents domaines, nous nous sommes concentrés sur le massage thaïlandais.
Là aussi, nous avons été aidés par la Providence. On nous a mis à la disposition un des meilleurs professeurs pour les techniques du massage thaïlandais. Et ainsi, nous avons commencé ce travail qui, tout doucement, a grandi jusqu'à devenir actuellement un centre modèle, un centre avancé, qui a porté ces jeunes à obtenir le maximum que l'on peut obtenir dans ce secteur, la licence professionnelle. Avant de venir ici, je n'avais aucun espoir dans la vie. Je ne savais pas comment cela aurait pu changer. Quand je suis venu ici chez les Salésiens, j'ai commencé à comprendre que non seulement je pouvais être indépendant et m'aider moi-même, mais que je pouvais aider ma famille et la société. Quand je suis venu ici chez les Salésiens, comme élève pour la première fois, j'ai commencé à connaître Don Bosco. Des Salésiens, j'ai appris deux choses. La première, que Don Bosco n'abandonne jamais celui qui est dans le besoin, surtout les jeunes. La deuxième est le climat de famille qui se crée dans les maisons salésiennes. Et donc, dans ce climat de famille, j'ai appris non seulement à aimer l'institution et la maison qui m'a accueilli, mais aussi m'a appris à aimer les élèves comme mes frères, moi plus grand, eux plus petits. On ne néglige pas l'activité physique et sportive comme discipline de réhabilitation. Gymnastique, moteur le matin et entraînement hebdomadaire au goalball. C'est un jeu d'équipe qui peut être pratiqué par des athlètes aveugles et malvoyants. La clochette qui se trouve dans le ballon permet aux joueurs, une fois lancés par l'adversaire, d'en entendre le son et le trajet, et donc de pouvoir empêcher que le ballon les dépasse et termine dans les filets. Depuis 1980, le goalball est officiellement entré dans le programme des Jeux paralympiques d'été. Les mains, liées à un cœur sensible, modelé par l'amorevolezza salésienne, sont capables de donner un sens à une vie qui semblerait finie ou en marge de la société.